Salut les amis, dans cette vidéo on va regarder les dernières transactions des meilleurs investisseurs et on fera ça en deux parties parce que j'en ai une dizaine et on finira cette vidéo là par Warren Buffett. Donc c'est parti, on va voir si on peut tirer des idées de ça. Donc je précise que le but de regarder les transactions de ces investisseurs là, c'est pas de copier à l'aveugle parce qu'il y a des cas où on va pas comprendre pourquoi ils ont acheté telle entreprise et dans ces cas là si on copie, après on saura pas, on va tout le temps être paniqué. On ne saura pas quand vendre. Si on voit qu'au trimestre suivant, on apprend qu'ils ont vendu, on ne sait pas à combien, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, le but c'est de trouver des idées, essayer de voir est-ce qu'on est d'accord ou pas, ou est-ce que ça valide les analyses que nous on a fait. Et voilà, ça peut appuyer nos réflexions. Donc on va commencer par Chris Hohn. Chris Hohn qui est le gérant qui a eu la meilleure performance en 2023 d'ailleurs, et ça fait plusieurs années qu'il fait partie des meilleurs. Donc on voit que c'est un portefeuille très concentré, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 positions, avec quand même 20% dans une seule position, dans General Electric, sur un portefeuille de 40 milliards de dollars, hein. Donc c'est une grosse conviction, très très grosse conviction. Donc si on regarde quels ont été ses principaux mouvements, on voit qu'il a rajouté du General Electric. Donc General Electric, j'ai regardé un petit peu au niveau des chiffres. Perso, j'arrive pas à comprendre pourquoi il l'a acheté. Mais en fait, en cherchant un petit peu, j'ai vu que la raison, c'est que General Electric, ils ont fait un spin-off. Donc en 2023, il y a eu la partie GE Healthcare qui a été spin-off, donc qui maintenant est une entreprise séparée. Et depuis le mois d'avril 2024, donc ça vient de se faire là, il y a la partie énergie, ouais, GE Vernova qui a été spin-off. Et donc maintenant l'entreprise qui a le ticker GE, c'est seulement la partie GE Aerospace. Et c'est cette partie-là qui est intéressante en fait, puisque ici ils nous disent par exemple que la partie Aerospace a eu plus de croissance que les deux autres segments, a eu des marges plus élevées et plus de bénéfices. Donc en gros, parfois les spin-offs, ça peut être des opportunités. Si on a 90% de l'entreprise qui est vraiment pourrie, mais 10% qui est un segment excellent, bah, on peut profiter du spin-off pour se retrouver à la fin avec le segment qui est intéressant. Donc là, c'est ce que Chris Hohn a fait. Et je ne sais pas si aujourd'hui, on peut encore profiter de ça. Je pense que c'est peut-être un peu tard, ou en tout cas, de mon côté, je range ça dans la catégorie trop compliqué pour moi. Mais voilà, c'est intéressant si vous voulez creuser. En tout cas, il en a rajouté au premier trimestre. Ensuite, là, des petites réductions, mais rien à noter. Ensuite, il a rajouté un petit peu sur Moody's. Donc, vu que c'était au premier trimestre, ça veut dire qu'il en a acheté quelque part entre 365 et 400. Donc, j'imagine qu'il a probablement profité de la baisse qu'il y a eu d'un coup de 400 à 360 en février. Perso, je trouvais Moody's encore un petit peu cher à ce moment-là, mais voilà, c'est bon à savoir que Chris Hohn a jugé que c'était intéressant. Après, il a rajouté un petit peu, hein, donc c'est moins une conviction pour lui que GE. Ensuite, Microsoft, réduction de 1%, rien à en tirer de spécial. Alors, il a divisé sa position dans Thermo Fisher Scientific par deux, c'est quand même assez important. Et ensuite, il a augmenté sa position dans Google, mais ça représente que 0,46% du portefeuille. C'est pas non plus énorme. On va regarder vite fait ce que fait Thermo Fisher Scientific. C'est un nom qu'on entend assez souvent, mais que j'ai jamais regardé personnellement. Si je regarde ChatGPT, ils me disent que Thermo Fisher fournit des instruments, des équipements, des logiciels et des services pour soutenir la recherche scientifique, l'analyse et les diagnostics dans divers domaines, y compris les sciences de la vie et de la santé. Et regardons un petit peu là rapidement les chiffres. Donc on a des croissances du chiffre d'affaires et du free cash flow qui sont assez bonnes, supérieures à 10% par an. Hop. Donc ça, ok. Free cash flow. Le free cash flow est en stagnation depuis maintenant 4 ans. Donc tiens, ce sera intéressant de voir quand est-ce qu'il est rentré. Euh, Thermo Fisher. Il en a acheté principalement fin 2022 et début 2023. Et là, il s'est un petit peu ravisé au dernier trimestre. Donc peut-être parce qu'il y avait plus d'augmentation du free cash flow, ça peut être une raison. Et je regarde rapidement le reste des metrics. Donc le ROCE est un petit peu faible. À mon goût, il y a un petit peu de dette et le reste est ok. Donc perso, ce serait pas une boîte qui m'intéresse puisque mon critère numéro 1 au-dessus du reste, c'est le ROCE quand même. Donc voilà. Donc il a pas mal réduit cette position. Donc c'est bon pour Chris Hohn. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que Chris Hohn, il est sur du 18% par an depuis 2003. Donc très grosse performance. Ensuite, on va regarder Stephen Mandel de Lone Pine Capital qui lui est à 15% par an depuis 1997. Donc c'est parti, Lone Pine, hop. Alors il y a un petit peu plus de positions. Donc les gros mouvements, il a réduit sa position dans Meta d'un quart. Donc s'il a réduit d'un quart, c'est soit qu'il a considéré que Meta était trop surévalué, soit qu'il a considéré que les fondamentaux se sont détériorés. Mais sur les fondamentaux, je trouve pas que ce soit le cas, plutôt au contraire, et même niveau valorisation,
Je trouve pas que Meta soit si cher maintenant. Si on regarde, genre s'ils font 12% de croissance par an de leur free cash flow par action et qu'ils sont à un multiple de 20 fois le free cash flow dans 10 ans, ça donne 523. Si je mets 10%, ouais, le prix actuel il est justifié pour à peu près 11% de croissance par an et un multiple de 20 fois le free cash flow dans 10 ans. Donc je trouve que c'est plutôt correct, même si toute la phase d'optimisation des marges, la fameuse année de l'efficience, comme il disait, il est terminé. Donc l'amélioration des fondamentaux va sûrement pas être aussi drastique que ce qu'on a vu là depuis 2022, entre 2022 et 2024. Mais bon, aujourd'hui, je vois pas de raison de vendre Meta personnellement. Mais après, c'est possible qu'il en sache plus que moi. C'est fort possible. Donc voilà, il a réduit d'un quart sa position dans Meta. Il a réduit aussi Taiwan Semiconductor. Il a racheté du Microsoft. Alors perso, j'aurais plutôt fait l'inverse. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est Microsoft qui est surévalué. Et j'aurais plutôt vendu une partie de ma position Microsoft à la limite. Et à la limite racheter du méta juste après les résultats, là, c'est descendu vers 420, un truc comme ça. Ensuite, il a beaucoup réduit Amazon. Salesforce, pas grand-chose. Ensuite, il a rajouté 20% sur Intuit. Intuit, c'est pas mal. Donc voilà, c'est des fortes croissances, un bon ROCE, une dette qui est faible, des très bonnes marges. Seul défaut, c'est que c'est une entreprise qui dilue ses actionnaires. Mais c'est pas non plus une dilution qui est énorme. Et si je regarde les rémunérations en actions qui peuvent participer à la dilution, 1,7 milliard sur 4,7 milliards, ça fait à peu près un tiers du free cash flow qui est en rémunération en actions. Donc ça, c'est plutôt élevé, hein. C'est pas idéal. On préfère des boîtes typiquement Booking, Visa, Mastercard, ce genre de boîtes-là. Les rémunérations en actions représentent moins de 10%. On est plutôt même autour des proches des 5% du free cash flow. Mais voilà, Intuit, je peux comprendre. Donc ça, ok. Ensuite, là, pas grand-chose, pas grand-chose. Il a racheté un petit peu dans ASML, mais c'est pas non plus énorme. Et ensuite, il y a des petites positions, et on voit qu'il avait du Booking, et qu'il a réduit sa position de 31%. Et c'est parfait, puisque j'avais fait exactement le contraire, donc j'avais plutôt renforcé au premier trimestre. Et je trouve que même aujourd'hui, Booking est à une valorisation qui est encore correcte. Et ensuite, il y a des petites positions. Donc voilà pour Stephen Mandel. Maintenant, on va regarder David Tepper, donc de Appaloosa Management, qui lui, depuis 93, a fait 28% par an. Donc on pourrait le mettre parmi les tout meilleurs. Donc David Tepper, hop. Alors portefeuille assez différent, donc plus diversifié lui, mais avec, enfin il y a plus de positions, mais beaucoup de très petites positions, donc qui servent pas à grand chose. Et le mouvement principal qu'on remarque, c'est qu'il a rajouté 158% à sa position sur Alibaba, qui est sa position numéro 1. Donc vu que c'est une position que j'ai aussi, c'est assez encourageant. Et au premier trimestre, l'action était tombée à 68 dollars, quelque chose comme ça. Donc vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement sous-évalué. Et j'imagine que c'était ça la raison principale de son achat. Et qu'il a dû se dire qu'à ce prix-là, c'était une situation de faible risque et haute incertitude. J'imagine. En tout cas, c'est comme ça que je le vois personnellement. Donc ça, c'est bon à savoir. Ensuite, il a réduit un tout petit peu Amazon, mais c'est pas significatif. Il a beaucoup réduit quand même Microsoft et Meta, et Nvidia, encore plus Nvidia d'ailleurs. Il a réduit Nvidia de 44%. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. Donc c'est possible que Nvidia continue à avoir une forte croissance, hein. Mais au niveau probabilité, plutôt d'accord avec lui que c'est une bonne idée de prendre au moins une partie de ses bénéfices, parce que ça va... Enfin, la probabilité que ça dure indéfiniment, elle est pas très élevé. Enfin, il est même nul, c'est plutôt la probabilité que ça dure encore longtemps qui est très faible. Donc là-dessus, plutôt d'accord avec lui. Sur Meta, pas d'accord avec lui. Sur Microsoft, plutôt d'accord avec lui. Ensuite, il a réduit pas mal AMD. Si je regarde juste vite fait la croissance d'AMD, donc ouais, c'est un peu un scénario à la Nvidia. Donc la demande qui explose d'un coup, mais à voir ce que ça donne sur les années à venir. Je pense que c'est pas bête de sa part de prendre une partie de ses bénéfices. Ensuite, il a beaucoup ajouté à sa position sur Oracle. Donc Oracle, ça a l'air d'être le cas d'une boîte qui verse tout leur free cash flow aux actionnaires, à la fois sous forme de rachat d'actions. Donc on voit que ça a baissé de 35% sur les 5 dernières années. Donc voilà, des rachats d'actions massifs. Et l'autre partie qui part ici en dividende. Et on voit que de l'autre côté, il n'y a aucune croissance. Après, quelque chose qui pourrait être utile de creuser, c'est voir comment s'explique la bonne croissance de chiffre d'affaires qu'ils ont eu en 2023, puisqu'on voit que c'était très stagnant pendant 11 ans, et il y a eu d'un coup une forte croissance, donc peut-être que l'opportunité, elle se trouve dans cette explication, donc il faudrait lire peut-être les transcripts de l'année 2023 pour comprendre pourquoi il y a eu cette croissance et est-ce que peut-être ça peut se poursuivre. Mais là, j'ai pas l'info. Donc, ok. Et ensuite, il a acheté pas mal d'actions chinoises, hein.
Donc beaucoup renforcé Alibaba, il a acheté pas mal de Pinduoduo, pas mal de Baidu. Donc il a l'air assez positif sur la Chine, même très positif sur la Chine, sûrement en partie grâce au niveau de valorisation. Et pour l'instant, quand on voit comment démarre là le deuxième trimestre de l'année, il a eu un bon flair apparemment. Et ensuite, c'est plus négligeable. Il a réduit Intel, je suis d'accord avec lui, etc. Ok, donc maintenant on passe au 1, 2, 3, au quatrième. Donc c'est Chase Coleman de Tiger Global Management qui lui a fait 21% par an depuis 2001. Donc c'est parti. Alors, donc lui, sa position numéro 1, c'est Meta, donc c'est mon cas aussi. Il n'y a pas touché, donc là je suis plutôt d'accord avec lui. Ensuite, sa deuxième position, c'est Microsoft, il n'y a pas touché non plus. Par contre, il a ajouté beaucoup à sa position sur Alphabet, donc il a rajouté 154%. Donc ça veut dire qu'il en a acheté entre 130 et 150. Et aujourd'hui, Google est à 176, donc plutôt bon achat pour lui jusqu'à maintenant. J'avais hésité à en acheter à 130, mais je suis passé à côté. Ensuite, Apollo Global Management, ça n'a pas bougé. Il a rajouté pas mal à sa position sur Amazon. Nvidia, il n'y a pas touché. Ensuite, Take-Two Interactive Software, il a ajouté 10%. J'ai jamais regardé cette boîte. TTWO. Donc Take-Two, c'est ceux qui font GTA. Et donc c'est une entreprise qui n'était pas rentable. Ok, donc c'est plus dur à analyser. On va regarder le free cash flow. Donc ils ont eu une bonne période de 2015 à 2021. Et là, ils sont plutôt en perte en 2023 et 2024. Donc j'imagine que la raison de son achat, c'est plus en prévision de la sortie du futur GTA, donc GTA 6, qui apparemment devrait sortir en automne 2025. Donc ça, c'est une explication potentielle que je vois. Après, j'ai jamais trop étudié cette boîte et je suis pas trop les jeux vidéo, tout ça. Donc, en tout cas, basé sur les chiffres, c'est la seule explication que je vois. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Donc là, pas grand-chose, pas grand-chose. Ouais, après, pas beaucoup de mouvements. Après, c'est des petites positions. Donc ouais, surtout l'achat de Google, l'achat d'Amazon et Take-Two, on va dire, c'est les mouvements pas négligeables qu'il a fait au premier trimestre. Ensuite, on va regarder Pat Dorsey de Dorsey Asset Management qui lui a fait, de ce que j'ai trouvé, entre 12 et 15% par an depuis 2013. Alors, lui aussi a comme première position Meta, mais il a réduit la position d'un quart et c'est son plus gros mouvement. Ensuite, il a un petit peu réduit HERC Holding, que je connais pas du tout. Il a acheté AutoZone. On va regarder un petit peu parce que ça représente quand même 8,5% du portefeuille, donc là, c'est pas du tout négligeable. Il n'avait pas cette position avant, donc ça peut être intéressant. Je vais regarder le cours de l'action en même temps, AutoZone. Donc ouais, c'est une action qui a l'air de bien performer, hein, qui monte à peu près de manière continue. Donc si je regarde les critères, donc des croissances qui sont assez faibles, mais je crois que c'est surtout une boîte qu'on appelle Cannibal, donc qui rachète énormément d'actions, et une grosse partie du retour, il vient des rachats d'actions. Donc on voit qu'il y a quand même une croissance du free cash flow à long terme, donc ça c'est pas mal, il y a juste eu là un retour à la normale suite à 2021. Donc ça, ok. Le ROCE est très bon, il y a quand même un petit peu de dette, et surtout, ils ont racheté 30% de leurs actions sur les 5 dernières années. Donc on voit ça ici. Donc, voilà, ici on voit bien que c'est une boîte qui rachète énormément d'actions. Là en une seule année ils avaient racheté 12%. Ils rachètent régulièrement plus de 5% de leurs actions, parfois 10%. Et donc ça a forcément un impact sur le free cash flow par action. Et là on voit bien que le free cash flow par action, il a une croissance qui est plus forte que le free cash flow, et qu'ici par exemple la baisse de free cash flow qu'il y a eu de 2021 à 2023, elle est largement atténuée justement par les rachats d'actions. Par exemple on voit ici qu'en 2022, le free cash flow par action a baissé que de 3,6% et ensuite de 8%, alors qu'ici c'est 12% et 15%. Et donc cette atténuation, ça vient des rachats d'actions. Donc c'est le principal intérêt de cette boîte. Donc ça peut être intéressant à étudier. Et ensuite pour terminer, on va regarder Berkshire Hathaway. Donc pour Buffett, il y a deux mouvements qui sont importants. Donc le premier, c'est qu'il a réduit Apple de 13%. Après Buffett aujourd'hui, c'est clairement pas l'investisseur dont on peut le plus s'inspirer, puisque il a beaucoup de contraintes qui sont dues à la taille de sa holding. Donc il faut faire attention à ne pas tirer trop vite des conclusions de ce qu'il fait. L'explication qu'il a donnée, mais qui est quand même un petit peu floue sur cette vente, c'est que il considère que là, la fiscalité a rarement été aussi basse et que selon lui, il y a de fortes chances pour que la fiscalité augmente aux États-Unis.
et que donc il se disait que c'était pas mal d'encaisser aujourd'hui une partie de sa plus-value, sachant que de toute façon il a eu une performance excellente sur cette position, et que ça représentait quand même plus de 50% de son fonds. Mais s'il décide de garder encore 41%, c'est que il n'est pas négatif sur Apple, je pense. Sinon, il aurait sûrement vendu plus que ça. Et ensuite, comme autre mouvement, il a ouvert une position sur Chubb. Et Chubb, c'est une entreprise d'assurance. Et quand on regarde les finances, on voit que c'est pas mal. La croissance du chiffre d'affaires est correcte. Celle du free cash flow est bonne. Le ROCE est un petit peu faible à mon goût, mais pas très loin de la barre des 15%. Il n'y a pas de dette, il rachète des actions et il y a des bonnes marges. Et perso, le secteur de l'assurance, c'est un secteur que je connais pas du tout, mais qui est apparemment un petit peu particulier à analyser. Donc on a fait le tour. Si je fais globalement un bilan de ce qu'on a vu là, c'est quand même globalement plus de ventes que d'achats, ce que je trouve plutôt logique au vu des valorisations qu'il y a en ce moment. Et il y a eu surtout très peu d'achats sur les boîtes typiques de qualité qui sont dans mon univers d'investissement. Et je pense que c'est assez cohérent. Et donc dans la partie 2, on regardera Viking Global Investors, on regardera Terry Smith, on regardera Bill Ackman, Pollen Capital, Dave Cantesaria de Valley Forge Capital Management et on finira par Michael Burry. Et je vous rappelle que vous pouvez essayer Graham gratuitement pendant 7 jours pour analyser vos actions. Et pour y accéder, c'est le premier lien en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!